Cette courte vidéo a pour but de démontrer quelques systèmes d'équations couramment rencontrés dans les problèmes de dynamique des structures ou en interaction fluide-structure. Commençons tout d'abord par l'une des structures les plus simples possibles, il s'agit de la corde vibrante. Nous avons affaire à une corde précontrainte entre deux appuis de sorte qu'il y règne une tension T. La masse linéique de cette corde est notée μ et vaut la masse volumique du matériau fois la section. Pourvu que les déplacements restent petits, nous pouvons supposer que l'on peut décrire la cinématique de la corde par un déplacement vertical, fonction de l'abscisse x, comprise entre 0 et L. Zoomons sur une petite portion de longueur dx de cette corde. Nous allons y appliquer le principe fondamental de la dynamique. La masse de ce petit élément de corde est dx fois μ et l'on dérive 2 fois le déplacement par rapport au temps. Cette force d'inertie est équilibrée par la projection verticale des efforts de tension s'exerçant entre x et x plus dx. En faisant l'approximation des petits angles, on montre aisément que ces efforts sont liés à la dérivée seconde du déplacement. Lorsque la corde est tendue entre deux appuis parfaits, les conditions aux limites pour cette équation sont un déplacement nul à chaque extrémité. On montre finalement que la dynamique de la corde est gouvernée par l'équation dite de d'Alembert, qui est aussi l'équation qui gouverne les ondes acoustiques planes dans les tubes à basse fréquence, les ondes de compression dans les barres, ou bien encore les ondes dans les guides d'ondes électromagnétiques. Une autre structure fondamentale est la poutre élastique. Cette fois, les forces de rappel qui joueront dans la dynamique ne viennent plus de la force de tension, mais de la rigidité en flexion de la structure. Avant de commencer l'écriture des équations de la dynamique, faisons quelques hypothèses. On va s'intéresser aux petites déformations de la poutre. Le comportement du matériau est supposé gouverné par les équations de l'élasticité linéaire et isotrope. La structure est élancée, c'est-à-dire que la taille de la section est petite par rapport à la longueur. Et si l'on suppose que les sections restent planes et perpendiculaires à la ligne moyenne au cours de la déformation, la cinématique peut être décrite uniquement par le déplacement vertical des sections. Zoomons sur un petit élément de longueur infinitésimale dx de la poutre. Celui-ci se déplace d'une quantité W au cours de la transformation. Faisons le bilan des efforts et moments s'exerçant sur ce petit élément. La partie gauche, à l'abscisse x, exerce une force -t et un moment -m. La partie droite exerce une force T et un moment m en x plus dx. On considère par ailleurs une distribution de forces linéique F. Le bilan des forces sur ce petit élément, combiné au principe fondamental de la dynamique, conduit à cette équation. Le bilan des moments conduit quant à lui à cette équation si l'on néglige l'inertie de rotation de l'élément de poutre. Finalement, en combinant les deux relations, on obtient l'équilibre local de la poutre, dans laquelle apparaît la dérivée seconde du moment. Nous allons à présent exprimer le moment en fonction du déplacement W en utilisant la loi de comportement du matériau constitutif. Considérons une section droite de la poutre. Au cours de la transformation, cette section se déplace de W et tourne d'un angle θ que l'on peut approximer par la dérivée de W par rapport à x. Le champ de déplacement associé à la section vaut donc W selon EY et moins W' fois Y selon EX. On considère alors la loi de Hooke, qui est la loi la plus simple qui lie la déformation de la poutre selon X, epsilon xx, à la contrainte selon X, sigma xx. Selon cette loi, les deux sont simplement liés par un coefficient de proportionnalité E, qui est le module Young du matériau. Par ailleurs, le moment local à l'abscisse x de la section peut s'exprimer à partir de l'intégrale de y fois sigma xx sur cette section. Faisant ce calcul, nous obtenons l'expression du moment en fonction du déplacement. Cette relation fait intervenir le module Young du matériau et le moment d'inertie de la section. On l'appelle aussi dans certains ouvrages moment quadratique. C'est une quantité purement géométrique, propre à chaque géométrie de section. On peut à présent combiner l'équation d'équilibre et la relation de comportement pour obtenir une équation ne faisant intervenir que la variable W exprimant le déplacement vertical. C'est l'équation qui décrit finalement la dynamique locale du système. Écrivons à présent quelques conditions aux limites classiques que l'on peut rencontrer. À un encastrement, le déplacement s'annule,
C'est aussi le cas pour la rotation de la section, notée θ précédemment, et qui est égale à la dérivée de W par rapport à x dans ce cadre d'approximation. À une extrémité libre, le moment et l'effort s'annulent, ce qui, au vu des développements précédents, revient à annuler les dérivées secondes et troisièmes du déplacement. Sur un appui simple, que l'on appelle aussi rotule, le déplacement et le moment s'annulent, soit W et W secondes. Enfin, un dernier type de conditions aux limites que l'on peut rencontrer correspond à une glissière à l'extrémité. Ici, on autorise le déplacement vertical, mais pas la rotation à l'extrémité. Cela se traduit par l'annulation de la dérivée et de la dérivée troisième. Enfin, je vous propose de décrire rapidement le cas d'un solide quelconque tridimensionnel en faisant l'hypothèse des petites déformations d'un solide élastique linéaire et isotrope. L'état du solide est décrit par un champ vectoriel de déplacement xi et un champ tensoriel de contrainte sigma. La relation d'équilibre correspond au principe fondamental de la dynamique sur un petit volume élémentaire du solide, et il donne la relation qui lie l'accélération à la divergence du tenseur des contraintes et le champ de force volumique. Pour fermer le problème, nous introduisons la loi de comportement d'un solide élastique linéaire et isotrope, qui lie la contrainte au tenseur de déformation, lui-même fonction du champ de déplacement. Après avoir introduit l'expression de epsilon dans l'expression de sigma, puis l'expression de sigma dans la relation d'équilibre, nous obtenons l'équation dite de Navier, qui décrit la dynamique locale uniquement à partir du champ de déplacement xi. À cette équation doivent s'ajouter des conditions aux limites, qui peuvent être par exemple une condition de bord libre, où la contrainte s'annule, sigma scalaire n égale 0, n étant la normale à l'interface. On peut aussi imposer une condition d'encastrement, c'est-à-dire un déplacement nul à l'interface. Pour finir, n'oublions pas que d'autres types de milieux pourront être modélisés avec un jeu d'équations qui prend à chaque fois la forme d'une équation dérivée partielle portant sur un champ cinématique xi, qui peut être scalaire ou vectoriel, et faisant intervenir un opérateur de masse et un opérateur de raideur, plus des conditions limites. Dans le cas de la corde tendue, par exemple, xi est le champ scalaire W défini entre 0 et L. L'opérateur de masse est une multiplication par la masse linéique mu, et l'opérateur de raideur est moins t fois la dérivée seconde. Pour la poutre, l'opérateur de masse est le même. Quant à l'opérateur de raideur, il s'agit de EI fois la dérivée quatrième. Et pour le cas plus général du solide élastique tridimensionnel, la cinématique est décrite par un champ vectoriel. L'opérateur de masse consiste en une multiplication par la masse volumique. L'opérateur de raideur combine les gradients et divergences du champ de déplacement. D'autres équations de cette même forme peuvent être obtenues pour décrire la dynamique locale de systèmes courants, comme les membranes, les plaques ou les coques. Ce type d'équation est à la base de l'analyse modale présentée dans la vidéo intitulée « Dynamique des structures, notion d'analyse modale ». Je vous invite à la consulter si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt.